René Guénon, La Grande Triade, chapitre 12. Le soufre, le mercure et le sel. La considération du ternaire de l'esprit, de l'âme et du corps nous conduit assez naturellement à celle du ternaire alchimique du soufre, du mercure et du sel. Car celui-ci lui est comparable à bien des égards, quoique procédant cependant d'un point de vue quelque peu différent, ce qui apparaît notamment dans le fait que le complémentarisme des deux premiers termes y est beaucoup plus accentué, d'où une symétrie qui, comme nous l'avons vu, n'existe pas véritablement dans le cas de l'esprit et de l'âme. Petite note. Il est à peine besoin de dire qu'il ne s'agit aucunement ici des corps qui portent les mêmes noms dans la chimie vulgaire, ni d'ailleurs de corps quelconques, mais bien de principes. Fin de la note. Ce qui fait une des grandes difficultés de la compréhension des écrits alchimiques ou hermétiques en général, c'est que les mêmes termes y sont souvent pris dans de multiples acceptions, qui correspondent à des points de vue divers. Mais s'il en est ainsi en particulier pour le soufre et le mercure, il n'en est pas moins vrai que le premier est constamment envisagé comme un principe actif ou masculin, et le second comme un principe passif ou féminin. Quant au sel, il est neutre en quelque sorte, ainsi qu'il convient au produit des deux complémentaires en lequel s'équilibrent les tendances inverses inhérentes à leur nature respective. Sans entrer dans des détails qui seraient ici hors de propos, on peut dire que le soufre, que son caractère actif est assimilé à un principe igné, est essentiellement un principe d'activité intérieure, considéré comme s'irradiant à partir du centre même de l'être. Dans l'homme, ou par similitude avec celui-ci, cette force interne est souvent identifiée d'une certaine façon à la puissance de la volonté. Ceci n'est d'ailleurs exact qu'à la condition d'entendre la volonté en un sens beaucoup plus profond que son sens psychologique ordinaire, et d'une manière analogue à celle où l'on peut par exemple parler de la volonté divine, ou, suivant la terminologie extrême-orientale, de la volonté du ciel, puisque son origine est proprement centrale, tandis que tout ce qu'on envisage, tout ce qu'envisage la psychologie est simplement périphérique et ne se rapporte en somme qu'à des modifications superficielles de l'être. Petite note. Signalons à ce propos que le mot grec « théion », qui est la désignation du soufre, signifie aussi en même temps « divin ». Fin de la note. C'est d'ailleurs à dessein que nous mentionnons ici la volonté du ciel, car sans pouvoir être assimilé au ciel lui-même, le soufre, par son intériorité, appartient du moins, évidemment, à la catégorie des influences célestes. Et en ce qui concerne son identification à la volonté, on peut dire que si elle n'est pas vraiment applicable au cas de l'homme ordinaire, que la psychologie prend exclusivement comme objet de son étude, elle est par contre pleinement justifiée dans celui de l'homme véritable, qui se situe lui-même au centre de toute chose, et dont la volonté, par suite, est nécessairement unie à la volonté du ciel. Petite note. Nous retrouvons plus loin cette considération de la volonté à propos du ternaire providence, volonté, destin. L'homme transcendant, c'est-à-dire celui qui a réalisé en lui-même l'homme universel, el-insanul kamil, est dans le langage de l'hermétisme islamique désigné lui-même comme le soufre rouge, el-kebritul ahmar, qui est aussi représenté symboliquement par le phénix. Entre lui et l'homme véritable, ou homme primordial, el-insanul kamil, la différence est celle qui existe entre l'œuvre au rouge et l'œuvre au blanc, correspondant à la perfection respective des grands mystères et des petits mystères. Fin de la note. Quant au mercure, sa passivité, corrélativement à l'activité du soufre, le fait regarder comme un principe humide. Petite note, c'est pourquoi on trouve aussi parmi ces différentes désignations celle d'humide radical. Fin de la note. Et
Il est considéré comme réagissant de l'extérieur, de sorte qu'il joue à cet égard le rôle d'une force centripète et compressive, s'opposant à l'action centrifugée expansive du soufre, et la limitant en quelque façon. Par tous ces caractères respectivement complémentaires, activité et passivité, intériorité et extériorité, expansion et compression, on voit que, pour revenir au langage extrême oriental, le soufre est yang et le mercure yin, et que si le premier est rapporté à l'ordre des influences célestes, le second doit l'être à celui des influences terrestres. Cependant, il faut bien prendre garde que le mercure ne se situe pas dans le domaine corporel, mais bien dans le domaine subtil ou animique. On peut, en raison de son caractère d'extériorité, le considérer comme représentant l'ambiance, celle-ci devant être conçue alors comme constituée par l'ensemble des courants de la double force cosmique dont nous avons parlé précédemment. Petite note. On se rappellera ici que nous avons indiqué plus haut au sujet de la double spirale regardée comme schéma de l'ambiance. Le mercure des hermétistes est en somme la même chose que la lumière astrale de Paracels, ou que certains auteurs plus récents comme Eliphas Lévi ont appelé plus ou moins justement le grand agent magique, quoique, en réalité, sa mise en œuvre dans le domaine des sciences traditionnelles soit fort loin de se limiter à cette application d'ordre inférieur, qui constitue la magie, au sens propre de ce mot, ainsi que le montrent d'ailleurs suffisamment les considérations que nous avons exposées à propos de la solution et de la coagulation hermétique. Se référer sur la différence de l'hermétisme et de la magie à notre livre Aperçu sur l'initiation. Fin de la note. C'est d'ailleurs en raison de la double nature ou du double aspect que présente cette force et qui est comme un caractère inhérent à tout ce qui appartient au monde intermédiaire que le mercure, tout en étant considéré principalement comme un principe humide, ainsi que nous venons de le dire, est cependant décrit parfois comme une eau ignée, et même alternativement comme un feu liquide. Et cela surtout en tant qu'il subit l'action du soufre qui évertue cette double nature et la fait passer de la puissance à l'acte. Petite note. Les courants de force subtiles peuvent d'ailleurs donner effectivement une impression de ce genre à ceux qui les perçoivent. Et ce peut même être là une des causes de l'illusion fluidique, si commune à leur sujet, sans préjudice des raisons d'un autre ordre qui ont aussi contribué à donner naissance à cette illusion ou à l'entretenir. Seconde note, c'est alors ce que les hermétistes appellent le mercure animé ou double, pour le distinguer du mercure ordinaire, c'est-à-dire pris purement et simplement tel qu'il est en lui-même. Fin de la note. De l'action intérieure du soufre et de la réaction extérieure du mercure, il résulte une sorte de cristallisation, déterminant, pourrait-on dire, une limite commune à l'intérieur et à l'extérieur, ou une zone neutre où se rencontrent et se stabilisent les influences opposées procédant respectivement de l'un et de l'autre. Le produit de cette cristallisation est le sel. Petite note. Il y a analogie avec la formation d'un sel au sens chimique de ce mot, en ce que celui-ci est produit par la combinaison d'un acide, élément actif, et d'un alcali, élément passif, qui jouent respectivement, dans ce cas spécial, des rôles comparables à ceux du soufre et du mercure, mais qui, bien entendu, diffèrent essentiellement de ceux-ci en ce qu'ils sont des corps et non des principes. Le sel est neutre et se présente généralement sous la forme cristalline, ce qui peut achever de justifier la transposition hermétique de cette désignation. Fin de la note. Nous reprenons. Le produit de cette cristallisation est le sel, qui est représenté par le cube en tant que celui-ci est à la fois le type de la forme cristalline et le symbole de la stabilité. Petite note. C'est la pierre cubique du symbolisme maçonnique. Il faut d'ailleurs préciser qu'il s'agit en cela de la pierre cubique ordinaire et non de la pierre cubique à pointe qui symbolise proprement la pierre philosophale. La pyramide qui surmonte le cube représentant un principe spirituel qui vient se fixer sur la base constituée par le sel.
On peut remarquer que le schéma plan de cette pierre cubique à pointe, c'est-à-dire le carré surmonté du triangle, ne diffère du signal chimique du soufre que par la substitution du carré à la croix. Les deux symboles ont la même correspondance numérique, 7 égale 3 plus 4, où le septénaire apparaît comme composé d'un ternaire supérieur et d'un quaternaire inférieur, relativement céleste et terrestre l'un par rapport à l'autre. Mais le changement de la croix en carré exprime la fixation ou la stabilisation en une entité permanente de ce que le soufre ordinaire ne manifestait encore qu'à l'état de virtualité. Et qu'il n'a pas pu réaliser effectivement qu'en prenant un point d'appui dans la résistance même que lui oppose le mercure en tant que matière de l'œuvre. Fin de la note. Par là même qu'il marque, quant à la manifestation individuelle d'un être, la séparation de l'intérieur et de l'extérieur, ce troisième terme constitue pour cet homme, pour cet être, comme une enveloppe par laquelle il est à la fois en contact avec l'ambiance sous un certain rapport et isolé de celle-ci sous un autre rapport. En cela, il correspond au corps qui joue effectivement ce rôle, terminant dans un cas comme celui de l'individualité humaine. Petite note. Par ce que nous avons indiqué dans la note précédente, on peut dès lors comprendre l'importance du corps ou d'un élément terminant, correspondant à celui-ci dans les conditions d'un autre état d'existence, comme support de la réalisation initiatique. Ajoutons à ce propos que si c'est le mercure qui est tout d'abord la matière de l'œuvre, comme nous venons de le dire, le sel le devient aussi ensuite et sous un autre rapport, ainsi que le montre la formation du symbole de la pierre cubique à pointe. C'est à quoi se réfère la distinction que font les hermétistes entre leur première matière et leur matière prochaine. Fin de la note. D'autre part, on a vu par ce qui précède le rapport évident du soufre avec l'esprit et du mercure avec l'âme. Mais ici encore, il faut faire la plus grande attention, en comparant entre eux différents ternaires, à ce que la correspondance de leurs termes peut varier suivant le point de vue et où on les envisage. En effet, le mercure en tant que principe animique correspond au monde intermédiaire, ou au terme médian du tribhuvana, et le sel, en tant qu'il est, nous ne dirons pas identique, mais tout au moins comparable au corps, occupe la même position extrême que le domaine de la manifestation grossière. Mais sous un autre rapport, la situation respective de ces deux termes apparaît comme inverse de celle-là, c'est-à-dire que c'est le sel qui devient alors le terme médian. Ce dernier point de vue est le plus caractéristique de la conception spécifiquement hermétique du ternaire dont il s'agit, en raison du rôle symétrique qu'elle donne au soufre et au mercure. Le sel est alors intermédiaire entre eux, d'abord parce qu'il est comme leur résultante, et ensuite parce qu'il se place à la limite même des deux domaines, intérieur et extérieur, auxquels ils correspondent respectivement. Il est terminant, en ce sens, pourrait-on dire, plus encore que quant au processus de la manifestation, bien qu'en réalité, il le soit à la fois de l'une et de l'autre façon. Cela doit permettre de comprendre pourquoi nous ne pouvons pas identifier sans réserve le sel au corps. On peut seulement dire, pour être exact, que le corps correspond au sel sous un certain aspect ou dans une application particulière du ternaire alchimique. Dans une autre application, moins restreinte, c'est l'individualité tout entière qui correspond au sel. Petite note, à ce point de vue, la transformation de la pierre brute en pierre cubique représente l'élaboration que doit suivre l'individualité ordinaire pour devenir apte à servir de support ou de base à la réalisation initiatique. La pierre cubique à pointe représente l'adjonction effective à cette individualité d'un principe d'ordre supra-individuel, constituant la réalisation initiatique elle-même, qui peut d'ailleurs être envisagée d'une façon analogue et par conséquent être représentée par le même symbole à ces différents degrés. Ceci étant toujours obtenu par des opérations correspondantes entre elles, bien qu'à des niveaux différents, comme l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge des alchimistes.
Fin de la note. Le soufre. Il est alors toujours le principe interne de l'être, et le mercure est l'ambiance subtile d'un certain monde ou état d'existence. L'individualité, en supposant naturellement qu'il s'agit d'un état de manifestation formelle, tel que l'état humain, est la résultante de la rencontre du principe interne avec l'ambiance. Et l'on peut dire que l'être, en tant que manifesté dans cet état, est comme enveloppé dans l'individualité d'une façon analogue à celle dont à un autre niveau, l'individualité elle-même est enveloppée dans le corps. Pour reprendre un symbolisme que nous avons déjà employé précédemment, le soufre est comparable au rayon lumineux et le mercure à son plan de réflexion, et le sel est le produit de la rencontre du premier avec le second. Mais ceci, qui implique toute la question des rapports de l'être avec le milieu où il se manifeste, mérite d'être envisagé avec de plus amples développements.